Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Oh, bonjour tout le monde et bon mardi, bienvenue dans votre rendez-vous presque quotidien, parce que sur une base hebdomadaire, je suis le host du podcast BBN, donc Jeff Morancy avec vous en ce 9 juin 2020 pour discuter encore ce soir de plein de sujets. Et on va faire ça vite parce que vous allez voir ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi dans le prochain segment Mathieu Lemay qui va nous faire découvrir un peu la réalité de la Bundesliga. On en jase beaucoup dernièrement dans le podcast avec la pandémie actuelle qui sévit à travers tout le globe. Mais on se tourne vers des alternatives. On a découvert ensemble la Bundesliga, le championnat allemand, et on va vous faire découvrir ça avec Mathieu. Vous allez voir, c'est un segment qui est très intéressant et je vais vous inviter à le suivre sur les médias sociaux et un peu partout finalement où il se déploie parce qu'il est sur plusieurs fronts. Il va nous donner les détails de tout ça dans quelques instants. Mais avant tout ça, je veux qu'on revienne sur 2-3 petits points. Premièrement, le commissaire David Clanachan, commissaire de la Canadian Premier League, donc de la CPL, qui était sur One Soccer aujourd'hui et qui ramenait à l'avant-plan clairement que l'issue finalement pour l'expansion de la CPL, c'est un club au Québec. On le savait, on le sait, on attend ça et je vous le dis ici depuis longtemps, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir à quel moment on va le faire et je pense que la fenêtre, elle est là, elle est belle présentement. Et il y a beaucoup de groupes qui s'activent à essayer de rendre ce rêve-là possible. Moi, je pense définitivement que le marché de la région de Québec est le marché potentiel numéro 1 à viser pour la CPL. On va suivre ça avec vous tout au long des semaines, mais je continue à croire que ce dossier-là va faire couler encore beaucoup d'encre jusqu'à temps qu'on arrive à son issue et j'ai hâte de vous annoncer, de vous présenter finalement les prochains propriétaires de l'expansion de la CPL en sol québécois et ça va arriver et je vais vous l'annoncer avec grande fierté. On devrait savoir demain, mercredi, donc manquez pas le podcast de demain ou de ce soir si vous l'écoutez sur demande en rediffusion, mais dans l'édition du 10 juin, on devrait savoir finalement de quoi aura l'air le calendrier de la MLS pour ce fameux tournoi-là du côté de Orlando. On sait que les équipes devraient commencer à arriver au Royaume de Mickey autour du 24 juin. On parle de 3 matchs avant les phases éliminatoires. Donc, il devrait rester 16 clubs pour les phases éliminatoires. Et mercredi, on devrait avoir les détails. Et c'est avec retenue et parcimonie que je vous annonce tout ça parce que il n'y a rien de fixé et on s'attend à ce que la MLS déploie l'information mercredi. Ça pourrait arriver un petit peu plus tard vers la fin de la semaine. Mais comme votre rendez-vous ici à BBN Media est du lundi au vendredi, c'est sûr que vous aurez cette information-là. La journée quand on va vous le sortir et vous l'annoncer, on va être là pour vous présenter ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir la Bundesliga avec le bon soin de Mathieu Lemay. Et je suis convaincu que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à m'entretenir avec Mathieu. Donc, je vous laisse au bon soin de ça. Et on se retrouve de l'autre côté de ce segment-là. Vous êtes avec Jeff Morancy
dans le podcast Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN, propulsé par le www.bbnmedia.com. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Pour le prochain segment, je vous avais annoncé cette semaine qu'on se parlerait de Bundesliga et qu'on allait vulgariser un petit peu tout ça, cet environnement-là. On sait qu'il y a beaucoup de fans de foot qui se tournent vers là. On sait que c'est un des seuls circuits qui a repris l'activité dans le sport professionnel à travers le globe. Donc, on a des yeux qui sont tournés vers là et c'est intéressant avec Alphonso Davies encore plus. Donc, on est là, on est tourné là-dessus. Et pour en parler, je suis allé chercher le summum. Donc, c'est Mathieu Lemay qui est là avec moi. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Très content de ton invitation à ton émission. Ben moi aussi. Et ça va être un grand plaisir de parler de Bundesliga avec toi. Excellent. Parce que là, moi, je pense que c'est ça, j'ai fait des recherches et là, tout le monde me disait, faut que tu parles à Mathieu si tu parles de Bundesliga. Donc, ça fait plusieurs années là, que tu suis le circuit. Oui, en fait, j'ai commencé même avant que je sois journaliste, même si au niveau de la couverture, ma première mission, ce sont les joueurs africains, bien entendu, j'ai aussi un podcast là-dessus, mais mon intérêt pour la Bundesliga est le fait qu'on n'en parlait pas encore en français, même en Europe. Ça m'avait beaucoup frappé et donc j'avais parti le projet de faire un podcast là-dessus avec le correspondant en Europe qui vraiment connaît l'Allemagne et la Bundesliga sur le bout des doigts, David Lortolari. Et depuis ce temps-là, donc, on fait le podcast, on résume les matchs de la semaine, mais on en profite pour, à travers les résumés des matchs, intégrer des notions de société, de culture, d'économie sur le fonctionnement de cette ligue-là. Qu'est-ce qui en fait sa particularité? D'ailleurs, pendant la pandémie de la COVID-19, on a fait quelques émissions sur l'histoire du football allemand et aussi, on en a profité pour aller un peu plus loin dans tous ces domaines-là pour, je dirais pas éduquer, mais instruire un peu les gens, leur faire découvrir un peu cette réalité-là. C'est un peu ce que je veux qu'on fasse ensemble, justement, ce soir. Fait qu'on va partir comme de la base parce qu'on sait qu'il y a plusieurs yeux qui sont tournés vers la Bundesliga présentement avec la pandémie actuelle. Donc, ça attire l'œil, ça attire l'attention. Je pense que Alphonso Davies n'est pas étranger au fait qu'on ait les follow spots là-dessus. Si on regarde dans un premier temps, admettons, je voudrais comparer avec le niveau de jeu, avec ce qu'on connaît en MLS ici. Est-ce qu'on est de loin supérieur ou, tu sais, ça se ressemble un peu, là? Ben, en fait, c'est pas tellement dans le niveau de jeu que je regarderais parce que même quand on regarde par rapport à d'autres pays d'Europe, chaque ligue a ses spécificités. C'est facile de mesurer le niveau parce que on le mesure parfois en fonction de la Ligue des champions, notamment avec l'affrontement entre les meilleures équipes. Alors après, c'est facile de dire que l'Espagne est plus forte, alors que l'Allemagne a une façon de fonctionner qui lui est propre. Et c'est une des choses qu'il faut comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, selon moi, est assez particulier avec le championnat allemand. Pour moi, ce qui fait sa réussite, c'est d'abord dans le jeu et dans ce mélange de pragmatisme et de spectacle qui est offert et aussi les ambiances et la popularité qu'elle
qu'elle suscite auprès des Allemands, mais aussi à l'étranger. Et pourtant, ils font pas un marketing agressif comme en Angleterre. Et c'est une des choses qui est assez particulière. Il y a comme quelque chose qui est à l'état naturel. Et pour comprendre ça, c'est que il faut savoir que ce football-là et cette ligue-là en Allemagne s'est construit à partir de la base. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture allemande et dans la culture du foot en Allemagne. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux un peu cette particularité de la Ligue, ce qui en fait aussi son pouvoir d'attraction sans nécessairement faire dans ce que j'appellerais une forme d'inflation marketing ou dans ce qu'on pourrait appeler là, un peu là, des éléments artificiels qui la mettraient en valeur. Et ça, je pense que c'est une de ses forces au moment où on se parle. Est-ce que, parce que si on regarde le top 3 présentement de la Bundesliga, on a le Bayern qui est là au sommet. En troisième place, on a Red Bull qui est justement, tu parles de développement de cette ligue-là qui a parti de zéro. Et est-ce que Red Bull vient justement casser un peu cette attraction-là que les gens avaient avec le circuit? Parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup axés marketing versus ce qui se fait ailleurs dans le championnat. Donc, est-ce que Red Bull sont un peu là, les mal-aimés de ce championnat-là? Ils l'étaient surtout lorsqu'ils ont commencé à s'établir. Les choses se sont calmées quelque peu depuis. Parce qu'il faut savoir que justement, en Allemagne, autant on n'aimerait pas des nouveaux riches du style PSG, donc il n'y aurait aucune chance qu'un État pétrolier vienne acheter un club en Allemagne. Ce serait l'hérésie. Ensuite, il faut savoir que le caractère de la synergie Red Bull leur a permis, selon moi, une intégration en douceur. Parce que c'est vrai que et je vais citer mon collègue David Lortolari, lorsqu'ils sont arrivés, on les a étiquetés de l'épithète de Plastic Club. Donc, c'était déjà... je dirais pas que c'est une forme d'insulte, mais c'était une façon de les étiqueter qui indiquait comment, dans le milieu du foot allemand, on les considérait à l'époque. Cependant, quand on regarde la façon de fonctionner de la synergie Red Bull, il y a des éléments qui se rapprochent de ce qu'on fait en Allemagne. Et l'une de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le modèle du développement et de formation des jeunes joueurs, avec aussi également une forme de rigueur budgétaire et des investissements structurels. Alors, une fois qu'on a dit ça, et le fait que le Red Bull Leipzig ne se lance pas dans des dépenses somptuaires, c'est une façon pour eux de s'intégrer. En fait, la principale difficulté dans l'intégration, c'était pas juste le fait d'arriver comme ça avec le modèle, comme tu dis, de marketing à la Red Bull. C'est qu'il faut savoir que Leipzig avait une équipe autrefois qui existait dans le temps où l'Allemagne était divisée en deux. Hein? C'était l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Et il se trouve que depuis la réunification, ce sont quand même les équipes de l'Ouest de l'Allemagne, à cause de leur modèle économique peut-être un peu plus capitaliste, là, pour simplifier, qui dominent quand même encore la Bundesliga puis la première division. Et les clubs de l'Est ont beaucoup de mal à s'imposer, sauf justement cette nouvelle formation de Leipzig qui vient un peu changer les choses. Et là, je pense que à partir de cette année, il y a un petit vent qui commence à changer parce que tu l'as évoqué un petit peu et je pense que tu vas y revenir. Le fait que le Bayern, depuis quelques années, domine outrageusement le championnat. Il y a des discussions en Allemagne par rapport à ça. On a même proposé que le Bayern de Munich joue dans un circuit européen et quitte la Bundesliga pour le bien-être de la Ligue parce que là, ils sont trop forts. Mais ça veut dire aussi qu'on regarde les modèles qui pourraient le détrôner et forcément, on regarde du côté du Red Bull Leipzig, entre autres parmi les principaux candidats, surtout quand tu as d'autres rivaux comme Schalke 04 qui connaissent des difficultés, entre autres cette saison, alors que c'était financièrement une des équipes allemandes les plus prolifiques, les plus solides. Tu as le Bayer Leverkusen, c'est encore hésitant. Il y a le Borussia Dortmund, qui est le dernier champion en titre avant l'hégémonie du Bayern de Munich sur Jürgen Klopp, d'ailleurs. C'était au début des années 2010. Mais là, depuis quelques temps, là, on voit qu'il leur manque encore un petit quelque chose. Peut-être que c'est pas grand-chose, mais on se dit que, voilà, la progression peu à peu
du Red Bull Leipzig, ben là, je te dirais que ça s'est calmé un petit peu pour répondre à ta question. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient vus vraiment là, comme avec, disons, un œil suspicieux. Excellent. Est-ce que si on compare les foules à travers tous les circuits européens, si je pense pas me tromper ben, tantôt tu parlais de la popularité du circuit allemand. Je pense pas me tromper ben en disant que c'est un des meilleurs succès de foule dans les ligues européennes. Ah oui, le foot fait partie intégrante de la culture allemande. Et ça, depuis le premier titre de champion du monde en 1954, soit 9 ans après la guerre et la défaite du nazisme. Et ça, c'est une chose dans la reconstruction de l'Allemagne qui aura, on le sait, le sport et la politique, parfois, on dit que ça fait pas toujours bon ménage, mais dans ce cas-ci, ça a contribué, je pense, à reconstruire un petit peu certaines choses là-bas, même si l'Allemagne était divisée en deux, je l'ai déjà dit. Et à partir de là, l'Allemagne a commencé à développer son style, mais non seulement, comme on est enraciné avec la base, ben forcément, les gens se sentent attachés à leurs équipes. Il y a un attachement culturel. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec la politique, et ça existe encore aujourd'hui, le fonctionnement politique de l'Allemagne, c'est une forme de fédération, pas comme une fédération canadienne, mais je prends le terme pour ce qu'il est, et ce sont les Landes, les régions avec des gens qui gouvernent, donc qui fait que ça fonctionne comme ça. Alors, les clubs sont représentatifs de certains endroits dans ces régions-là, ou même d'une région entière, tout dépendamment. Alors, avec le fait qu'ils sont rattachés avec les habitants comme ça, eh bien forcément, il se crée du lien, pas juste au niveau de la popularité, mais au niveau de la culture. Les gens se sentent concernés et il y a un dialogue, comme un contrat social qui existe entre les directions des clubs et leurs partisans et même leurs copes. Comme on désigne en Europe, justement, ces noyaux de partisans. Et à un point tel que je pense que c'est la seule ligue dans les grandes ligues européennes où les places debout sont encore permises, existent encore, et ça rajoute à cette ambiance-là très festive dans les stades. Et ça, c'est quelque chose qui, même à la télévision, là, pour une personne qui découvre la Bundesliga la première fois, ce sont des éléments qui lui échapperont pas, là. Non, c'est ça. Présentement, on l'a à huis clos, mais que les gens reviennent, ça va être... c'est de toute beauté à regarder aller. Si on se transpose, Mathieu, sur le terrain, on dit que la MLS est un circuit beaucoup plus... un championnat beaucoup plus physique que ce qu'on connaît en Europe, où c'est peut-être un petit peu plus rapide et moins physique. On le situe où, le style de jeu de la Bundesliga dans le paysage foot? Tu veux dire par rapport à la MLS ou globalement? Oui, globalement. Globalement, ça renvoie à ce que je disais au début. La Bundesliga fait son bonhomme de chemin, je trouve, avec un mélange de pragmatisme et de ce que j'appellerais de progressisme, mais pas au sens politique du terme cette fois-ci, mais je dirais plus par rapport à comment on fait évoluer le jeu. Et ça veut dire une très grande faculté d'adaptation. Et c'est pas juste dans le jeu. Ça s'applique aussi dans la façon de faire la formation, dans la façon de faire le recrutement. C'est un pays où on tire des leçons, non seulement des échecs, mais aussi des succès pour faire progresser le football à un autre niveau, autant de façon pragmatique que dans le jeu ou dans le style. Ça explique, je pense, selon moi, pourquoi l'Allemagne, notamment, a remporté 2 Coupes du Monde face à des formations qui est arrivées avec des styles de jeu innovants, soit le 11 d'or hongrois en 1954 et ce fameux style de football total des Pays-Bas en 1974. L'Allemagne a battu ces 2 équipes-là et c'est grâce à cette faculté d'adaptation et ça ne les a pas empêchés d'intégrer des éléments de ces styles de jeu-là dans leur ligue dans les années qui ont suivi. Donc, c'est un apprentissage, c'est une forme d'observation et ça va jusque dans le recrutement, ça va jusque dans la formation des jeunes et pas juste les jeunes joueurs allemands. On commence à recruter de plus en plus des jeunes joueurs à l'étranger. On regarde la qualité des formations de ce qui se fait à l'étranger. On fait un travail en amont très fort sur l'analyse des profils et on fait montre d'une certaine souplesse pour les intégrer parce que l'Allemagne, les clubs, à part peut-être le Bayern, et même là, quand tu compares avec le Real Madrid ou le Barça ou le PSG, le Bayern dépense beaucoup moins.
c'est très mal vu en Allemagne, justement, de trop surdépenser. Alors, les équipes allemandes se disent « OK, on va pas surdépenser, on va investir dans la formation et on va former nous-mêmes les joueurs, autant des joueurs à l'étranger qui seraient le bienvenu chez nous et qui sont parfois mal considérés dans d'autres pays. » Je prends l'exemple un petit peu de l'Angleterre parce que l'Angleterre, c'est une ligue tellement riche, mais à cause de ça, la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, et en particulier jusqu'à des joueurs anglais locaux, qui n'ont pas de place dans ces équipes-là parce que les équipes dépensent beaucoup d'argent en Angleterre. Alors forcément, on préfère acquérir des joueurs dont leur jeu est acquis, c'est-à-dire ce sont des joueurs avec une certaine expérience, en tout cas des valeurs sûres peut-être, pour reprendre une expression consacrée. Alors en Allemagne, au contraire, on a moins de crainte on a moins de crainte, à développer le talent. Regarder du côté de la jeunesse, et ça inclut, on pourrait faire le parallèle plus tard, là, ça inclut jusque chez nous en Amérique du Nord, c'est assez frappant. On a moins de mépris sur ce qui se fait à l'étranger, que ce soit en France aussi, et tous les autres endroits où on donne la formation, et on s'assure effectivement que ces joueurs-là correspondent aussi à certains styles par rapport au club, mais justement, voilà, une fois qu'on les fait venir, il y en a beaucoup qui arrivent à s'adapter et même ceux qui s'adaptent moins ne regrettent pas leur choix parce qu'ils ont quand même appris quelque chose. Donc, en quelque part, c'est très, très bien. Même la barrière de la langue n'est pas un facteur parce que les joueurs allemands ont appris l'anglais pour la plupart. Donc, on peut s'adapter en conséquence dépendamment des joueurs qui viennent. Et en plus, autre élément très important, la plupart des entraîneurs de clubs en Allemagne viennent justement des centres de formation ou sont formés à même le système en Allemagne. Donc, on va pas recruter un José Mourinho nécessairement ou un grand nom, sauf quelques exceptions, bien sûr, comme Pep Guardiola qui était venu au Bayern. Non, on va aller chercher des entraîneurs qui sont formés à la base et qui même sont révélés. On les découvre dans ce système-là. On parlait du Red Bull Leipzig tantôt. Le Red Bull Leipzig est allé chercher un jeune entraîneur prometteur, Julian Nagelsmann, dont on reconnaît le talent et pourtant il n'a que 31 ans. Mais son savoir tactique, ses connaissances sont tellement bien considérées et c'est une des raisons pourquoi Leipzig est allé le chercher et c'est non seulement pour que la progression de la structure continue, mais aussi pour que le Red Bull Leipzig se rapproche le plus possible là, d'une place peut-être à égalité avec le Bayern dans les années futures. Bref, là, c'est une des raisons que... Mais Nagelsmann, il vient du système, c'est ça, c'est un exemple. Alors, ça renvoie à tout ce qu'on disait au début, tout ça, ça va ensemble. Donc, il y a quand même une culture d'intégration verticale qui est quand même forte, là. Oui, c'est ça. Et en plus, comme je le disais, on ne méprise pas ce qui se fait ailleurs. Même face à des pays que l'Allemagne a peut-être battus dans des tournois internationaux ou des clubs étrangers, c'est pas un hasard si l'Allemagne, et selon moi, et on n'en parle peut-être pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on le découvre aujourd'hui, il y a un intérêt pour l'Allemagne et la Bundesliga envers la MLS et ce qui se fait dans les centres de formation, dans les méthodes de formation aux États-Unis. On recrute des jeunes joueurs, on a moins un regard méprisant sur ce que la MLS offre. Ça serait étonnant qu'en Allemagne, tu vas entendre dire que « Ah ouais, c'est une ligue de joueurs retraités », comme on entend encore dans certains pays en Europe. Non, au contraire, en Allemagne, on se dit non, il y a de quoi faire. Et c'est vrai, mais c'est vrai que ce qui a aidé au départ, c'est que un célèbre joueur allemand, mais entraîneur plus controversé, Jürgen Klinsmann a entraîné la sélection américaine en 2011. Et il avait incité à ce que des jeunes qui évoluaient au sein de la Fédération américaine fassent un exode en Europe et en particulier en Allemagne pour qu'ils puissent progresser. Et c'est comme ça peut-être un premier élan a pu se faire. Actuellement, tu parlais d'Alphonso Davies, mais il y a 8 autres joueurs qui viennent de la MLS ou d'Amérique du Nord d'une façon ou d'une autre et qui, en général, l'équipe nationale américaine, évidemment, mais qui jouent dans la Bundesliga. Il y a Tyler Adams de Red Bulls de New York, évidemment, qui parle la synergie dont on parlait tantôt et maintenant que le Red Bull Leipzig. Et lui aussi joue un poste qui n'était pas le sien à New York. Actuellement, on le fait évoluer en latéral gauche, comme Alphonso Davies, parce que, justement, on se dit, Tyler Adams, sa petite taille et sa vitesse, on peut le travailler à le faire développer à cette position-là. Il y a aussi des partenariats qui se font. Le Bayern a signé une entente de partenariat avec le FC Dallas, qui, en MLS, est reconnu pour, depuis les 4-5 dernières années, à travailler beaucoup sur la formation des jeunes joueurs plutôt que de dépenser sur le marché des transferts.
Et ce sont les jeunes qui viennent de leur académie, qui forment l'équipe première à Dallas. Et le Bayern, ça les intéresse, même si, évidemment, quand on parle de partenariat, ça les empêche pas de regarder ailleurs. Et ça, c'est un accord qui date d'il y a 2 ans. Puis à peu près à la même époque, t'as Orlando qui a signé un accord avec Wolfsburg de partenariat. Fait que si tu rajoutes la synergie Red Bull, et il y a probablement d'autres partenariats qui vont venir, je veux dire, Schalke 04 n'a pas signé un partenariat avec une équipe, mais avec une société aux États-Unis pour garder un œil sur ce qui se fait ici. Et ils sont entraînés, même s'ils ont des difficultés cette année, par un entraîneur américain, David Wagner. Alors, tu vois, le lien, c'est pas tant dans le style de jeu des 2 ligues comme tel, parce que la MLS se développe de son côté, mais au niveau de, ce que je te dirais, la formation, les facultés d'adaptation des jeunes joueurs qui ressortent de ces formations-là, respectivement, en Allemagne, on se dit, ils vont pouvoir venir jouer chez nous. On a la souplesse pour les intégrer. Et c'est à partir de là, puis là, je schématise, c'est à partir de là qu'on voit beaucoup de joueurs nord-américains qui jouent là-bas. Et en plus, on leur fait confiance parce qu'en Allemagne, justement, les jeunes, si on les fait venir, c'est pas pour les garder sur le banc. On n'hésite pas à les faire jouer, à les mettre dans le bain tout de suite. Et ça, c'est l'avantage. C'est très encourageant. Les jeunes se sentent encouragés, mais ils sont pas intégrés en disant « joue puis fais comme ça ». Non, on leur donne des instructions et on s'arrange pour que les jeunes qu'on recrute, on se dit ils ont la mentalité puis le niveau athlétique et la discipline pour suivre ce qu'on leur dit. Et en même temps, ils vont avoir la souplesse pour que leur talent s'exprime sur le terrain. Alors, c'est un équilibre, comme je disais tantôt, encore une fois, entre pragmatisme et progression. C'est la même chose pour ce jeune joueur-là. Puis c'est pour ça qu'Alphonso Davies, il réussit très bien. Puis moi, j'avais dit dans d'autres podcasts, avant même qu'on ait créé celui de la Bundesliga, j'en avais parlé entre autres sur Culture Soccer où j'écris régulièrement. Pour moi, Alphonso Davies, j'avais aucune crainte sur sa réussite parce que déjà, je savais que c'était au niveau de sa formation et de son évolution avec Vancouver, il avait pas juste le talent, mais il avait la discipline et la faculté d'apprentissage et la volonté de progresser et la concentration pour se faire. Il avait tout pour réussir. Puis au sein d'un club comme le Bayern, qui fait aussi confiance à de jeunes joueurs, même si c'est un club riche, alors il est très bien entouré. Et la mentalité américaine et allemande, il y a aussi des similitudes. Et quand je parle de mentalité, là, je parle de la volonté de vaincre, la détermination, qui sont des éléments aussi très importants au-delà de la tactique. Et Alphonso évolue présentement dans un des plus grands clubs. T'en parlais tantôt, là, sont en route, en tout cas vers un championnat. Ça reste à confirmer, mais ça regarde bien, ça sent bon, en tout cas pour cette saison-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la Bundesliga pour essayer de resserrer ça? Est-ce que c'est un désavantage pour la Bundesliga de voir un club comme ça qui se démarque et qui est comme sur un piédestal versus les autres formations? À cet égard-là, je suis d'accord avec en grande partie avec mon collègue David Lortolari. Son dernier article, justement, ça portait sur ta question. Okay. Puisqu'il pose la question, est-ce qu'en ce moment, le Bayern est en train de tuer la Bundesliga? C'est sorti récemment et on va en parler plus en détail dans le podcast Casafoot, mais je vais quand même bénéficier d'une avant-première puis que je vais répondre. Alors, depuis le début des années 2000, avec la croissance économique, qui découle de la décision dans les années 90 de la fin de l'arrêt Bosman sur le marché des transferts, forcément, le Bayern en a tiré profit. Et là, ça va être leur 16e championnat au cours des 20 dernières années, ce qui est quand même assez imposant. Alors, on se pose donc la question à savoir si ce monopole-là n'est pas en train de tuer la Bundesliga. C'est vrai que d'un côté, parce qu'il y a plusieurs aspects à considérer, quand le Bayern a eu ses moments de faiblesse, les autres équipes n'ont pas monté leur niveau et ne se sont pas montrées au rendez-vous pour venir sortir les Bavarois à ce moment-là. Et quand le Bayern est vraiment une machine qui se met en marche et prend la tête, eh bien, ils appliquent en quelque part un petit peu ce qu'on voit, par exemple, avec l'équipe nationale allemande, c'est-à-dire que dès qu'ils sont à leur niveau, ils sont très difficiles à déloger. Ils sont très difficiles à battre. Et c'est donc, on se disait, à ce moment-là, il aurait fallu peut-être plus d'opportunisme. Alors, peut-être dans le cas du Red Bull Leipzig, il faudrait être patient. C'est ce que j'ai... c'est ce qui est à prôner. C'est ça. Mais quand même, on se pose des questions parce que, en fait, ce qui achoppe un petit peu, c'est que, étant donné que le Bayern ne surdépense pas sur le marché, alors qu'est-ce qu'ils font
pour s'améliorer, ils vont chercher des joueurs dans les équipes allemandes et même parfois au sein de leurs propres poursuivants. Et c'est là que leur puissance financière par rapport aux autres leur permet de garder leur distance par rapport à la compétition. Je veux dire, je pourrais te donner l'exemple d'un joueur au Bayern en ce moment, Léon Goretzka. On est allé le chercher à Schalke 04 qui a tout fait pour le retenir, mais le Bayern a tout simplement offert un salaire supérieur. Tu vois, c'est même pas une question de transfert. On lui donne un meilleur salaire. Alors, qu'est-ce que fait Goretzka? Il est parti au Bayern. Et je pourrais te nommer d'autres exemples. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Puis l'idée qui est sortie, j'en avais parlé tantôt, que le Bayern a joué, parce qu'il y avait des rumeurs à travers l'Europe qu'on voulait faire une ligue fermée d'élite à 8 clubs. On dit, et là je cite un journaliste, Sanke Gorgos, je le cite clairement, je trouve que le Bayern devrait sortir de la Bundesliga. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose contre le Bayern, mais quand je regarde le classement, j'ai des maux de ventre. Et il revient sur le transfert de Goretzka en 2018. C'était controversé à l'époque. Et ils ont dit les Bavarois détruisent probablement la Bundesliga avec ce transfert comme d'autres. Mais c'est pas seulement que ça. On peut pas leur reprocher de s'attacher les services d'un joueur libre qui était le meilleur joueur de Schalke. Mais en revanche, que Schalke ait cassé sa tirelire pour proposer à Goretzka le plus haut salaire de l'histoire du club et que les Munichois aient sans effort surpassé le chiffre, ça nous amène à réfléchir sur la possibilité qu'on devrait peut-être faire qu'on sorte ce club-là de la Bundesliga, entre autres, parce que effectivement, ça tue une forme de concurrence. On dit que la compétition peut devenir une farce ou un mirage. Quoi qu'on se pose la question aussi en Italie avec la Juventus, là. Mais c'est ça, on se pose... On se pose la question, mais pour l'instant, en l'état, surtout après la pandémie, là, qu'est-ce qui va se passer dans les années futures et comment le Bayern va continuer de se situer? Mais on voit qu'avec les jeunes, ils arrivent à renouveler leur effectif à chaque fois et à parvenir à surmonter les contraintes. On le voit même depuis le retour de la pandémie, c'est encore eux qui mènent, ils sont toujours bien préparés. Et on sent que l'Allemagne est peut-être une frontière trop étroite. Alors, l'avenir va nous dire qu'est-ce qui va arriver, mais le fait que déjà l'idée circule qu'on sorte de la Bundesliga et que, justement, on se pose cette question-là, c'est une question légitime et j'ai bien hâte de voir dans quelle direction la Bundesliga va prendre par rapport à ça. Évidemment, le Bayern a tellement d'avance et on se dit qu'ils vont gagner encore l'an prochain, même si on ne sait pas d'avance ce qui va arriver. Mais si on sent que l'année prochaine, le Bayern survole le championnat et là, il n'y a aucune compétition, les autres n'arrivent pas à rattraper malgré leurs efforts, ça va revenir sur la table. Alors forcément, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, je ne serais pas étonné qu'on ait des changements structurels et même qu'on ait des surprises par rapport à ça de façon à rééquilibrer un peu les choses. Puis en quelque part, c'est ça qui est dommage parce que oui, le Bayern survole le championnat, mais ça enlève rien aux autres équipes qui, sans trop dépenser, offrent de très bonnes équipes, offrent du bon spectacle, même dans des compétitions européennes comme la Ligue Europa. Je veux dire, les clubs allemands en Ligue Europa, contrairement aux clubs français, tiennent bon de la rampe et sont même parfois surprennent des adversaires qu'on croyait plus forts qu'eux. Et c'est régulièrement comme ça. Ensuite, au niveau financier, la santé financière des équipes en Allemagne, elle est excellente et il n'y a pas de raison pour que ça continue pas comme ça. Alors, il va peut-être falloir regarder à comment on gère l'argent pour continuer d'investir et se rapprocher du Bayern. Mais là, ça sera pas évident. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir aussi de quoi le futur sera fait. Est-ce qu'on a une formule de plafond salarial présentement en Bundesliga? Non, hein? Non, mais avec la mentalité qui existe en Allemagne, il existe une forme, comme on appelle en France, de DNCG, c'est-à-dire qu'on regarde les dépenses des clubs et on s'assure, et même de façon très pragmatique, que les équipes ne dépensent pas par rapport à ce qu'ils gagnent, tu vois. Okay. Et c'est une des raisons pourquoi les nouveaux riches ne sont pas les bienvenus en Allemagne plus que n'importe où ailleurs. C'est-à-dire qu'on les voit pas comme des sauveurs. Alors, on a une méfiance par rapport à des structures de financement comme on a au PSG et là, et aussi Manchester City. C'est pas quelque chose que tu risques de voir en Allemagne. Non, on aime que les investissements se fassent par rapport à la base. On veut garder quelque chose qui soit naturel par rapport à ça. Et donc, que l'argent que l'on mise ou que l'on met
dans les dépenses, ben c'est par rapport aux revenus du club et qu'il n'y ait pas d'endettement possible parce qu'on tient à cette bonne santé financière parce que justement le spectacle de cette ligue-là, ce que les clubs offrent sur le terrain démontre que ça fonctionne assez bien comme ça. On n'a pas à surdépenser pour offrir des équipes avec des formations intéressantes, avec des joueurs qui se développent. Moi, j'aime citer un exemple, puisque justement, je parle du PSG. Christopher Nkunku avec le PSG, qu'on a à peine vu, dont on se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir. Le Red Bull Leipzig va le chercher et il connaît une saison phénoménale là-bas. C'est un des meilleurs passeurs décisifs du championnat. Fait que, tu sais, on parle d'un jeune joueur qui a coûté presque rien, puis il est en train de devenir un des fers de lance de l'équipe. Tu vois, c'est ça la force du football allemand, c'est d'identifier ce genre de joueur-là à faible coût. C'est vrai qu'il y a des discussions, et là je parle par rapport à la MLS, parce que la MLS aimerait ça avoir un profit un petit peu plus grand pour ses joueurs dans l'avenir. On veut d'autres Alphonso Davies, parce qu'il y a des joueurs américains qui partent en Allemagne avant même d'arriver au niveau professionnel, parce que pour les clubs allemands, ces joueurs-là, ça coûte rien, puis on sait qu'avec notre façon de fonctionner dans la formation, ces jeunes-là, on va les... c'est un investissement qui va rapporter. Et Christian Pulisic, là, la star américaine, c'est comme ça qu'il s'est développé en Allemagne. Il est parti pour presque rien à 16 ans. Il est allé en Allemagne, puis regarde le joueur qu'il est devenu. Alors, on aimerait les vendre peut-être plus à 19-20 ans, mais qu'il ait la chance de jouer un peu plus et qu'on retire, peut-être pas des 100 millions, mais qu'on retire des montants un peu plus substantiels. Alors, c'est clair que la MLS là, va revoir un peu ça. Sa façon de faire, mais je pense qu'il y aurait un terrain d'entente à faire avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne, s'il y a un endroit où ils vont mettre de l'argent sur la table, c'est pour des jeunes joueurs, mais plutôt que de mettre des 50-70 millions sur des joueurs moyens, ça, c'est pas leur style. Et va juste voir un portrait des transferts en Bundesliga, n'importe où, là, et tu vas voir qu'on dépense tellement peu, et on dépasse rarement en dépenses par rapport aux transferts, par rapport au montant qu'on a vendu ou ce qui a été rapporté. Ben oui. Puis... Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les droits télé puis les revenus au stade, les revenus donc surmontent, si on fait le total global, surmontent les dépenses. Et les clubs allemands, à ce moment-là, ils peuvent investir au niveau structurel, au niveau de la formation, au niveau des nouveaux stades, justement. Parce que on aime aussi des stades, même si on garde des places debout, comme je disais, on a quand même rénové des stades. Hein. Il y avait eu la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, entre autres. Il a fallu investir, mais on a investi sagement. On n'a pas fait de dépenses comme notre stade olympique à Montréal, là, par exemple. Tu vois un peu, c'est un modèle d'affaires qui est très différent. Puis il y a selon moi aussi plus de solidarité par rapport à ça, dans cette façon de voir-là. On citait c'est pour ça aussi, un autre exemple qu'on n'a pas cité, à Hoffenheim, il y a un propriétaire riche qui a acheté le club il y a quelques années, Dietmar Hopp, et lui aussi était mal vu. Il s'est dit, ça y est, il va sortir le carnet de chèques. Et il faut savoir qu'à l'époque, il a acheté Hoffenheim. Hoffenheim était, je pense, en 2e ou 3e division. Là, l'équipe est en première division et a même déjà été dans le top 4. Oh. Alors, on s'est méfié, mais quand on regarde les investissements et les dépenses, Dietmar Hopp a joué le jeu comme Leipzig pour s'intégrer dans le système allemand, pour dire « Oui, j'ai de l'argent, mais je vais jouer le jeu selon les règles. » C'est ça, c'est pas comme un Franck McCourt à Marseille. Les règles sont différentes. Là. Je dis pas, c'est pas un blâme ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de voir les choses qui sont différentes. Et c'est à partir de cet exemple-là, puis là, je vais conclure là-dessus, on comprend mieux pourquoi ce genre d'équilibre-là fonctionne en Allemagne. Et peut-être aussi, c'est pour ça qu'avec cette discipline dont ils ont fait preuve, même par rapport à la pandémie, les équipes ont eu les moyens de reprendre des activités à huis clos, parce que juste les revenus en droit de télé, et il y a eu un accord pour que justement tous les matchs soient présentés en clair, comme on dit en Europe, c'est-à-dire que les chaînes câblées débloquaient leurs signaux pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors à partir de là, et cette discipline-là, c'est pas étonnant que en ce moment, c'est la seule ligue qui a repris ses activités. Puis on pourrait même ajouter dans cette discipline-là que ils jouent moins de matchs que le reste de l'Europe et ils ont moins de clubs en première division. Ça, c'est un facteur qu'on n'a pas mentionné. Ils jouent à 18 au lieu de jouer à 20 parce qu'eux se disent, parce qu'il y a eu... Ça a été un débat en Allemagne de jouer à 20 pendant plusieurs années, même jusqu'à tout récemment. Mais on reste à 18 parce qu'on se dit
on joue moins de matchs, on a une pause hivernale, donc nos joueurs gardent la forme et on les surtaxe pas. Et en même temps, avec cette structure-là, bien, on contrôle mieux les dépenses parce qu'on pense pas qu'à jouer à 20, donc plus de matchs, ça va nous donner plus de revenus puisque les dépenses vont probablement surmonter ça. Ouais. Et on préfère garder cette structure-là pour que l'équilibre soit maintenu. Puis le talent, par défaut, est moins dilué également, là. Oui, effectivement, même si tu as des clubs en deuxième division qu'on aimerait voir en première division parce que ce sont des clubs historiques, mais la règle du jeu est escalée. Mais comme tu dis, il y a une certaine compétition qui prévoit en Allemagne. Les équipes qui sont bonnes dernières sont capables de jouer des tours. Ils ont plus de chance, en tout cas, par rapport à des équipes un petit peu plus fortes. Et on le voit régulièrement dans le calendrier, même si on disait que le Bayern se démarquait tantôt puis semblait dans une classe à part. Je veux dire, en fin de semaine dernière, le Red Bull a fait match nul avec la Lanterne Rouge, là, l'équipe en dernière place, Paderborn. Donc, tu vois, tu as des surprises comme ça qui peuvent se produire. Faut jamais compter pour acquis ces équipes-là. Alors, c'est une réalité. C'est tout à fait normal. Parce que. C'est souhaitable aussi. C'est souhaitable que si on veut que le système soit vivant, faut que ce genre de surprise-là arrive. C'est ça. Mais la mentalité et tout ça fait qu'il existe une forme de. À part pour le Bayern, mais il y a une forme de parité naturelle quand même qui existe en Allemagne là, d'une certaine façon. C'est ce qui a permis, en fait, l'une des plus belles surprises qu'on a relatées dans le Kaiserfoot, c'était le titre à Wolfsburg en 2009. À la mi-saison, Wolfsburg était en milieu de peloton, puis ils ont connu une fin de parcours phénoménale. Et ils ont été chercher le titre grâce à ça. Ça a été une des plus belles histoires de la saison et de l'histoire aussi de la Ligue. Et ça en dit long sur... parce qu'il y a juste eu l'histoire de Leicester en Angleterre après ça, pour moi, qui vient matcher ça. Mais ça a été une des plus belles histoires de la Bundesliga, surtout considérant que l'investisseur à Wolfsburg, c'est Volkswagen, mais c'est parce que Volkswagen, son quartier général, est là-bas. Donc, c'est en quelque part une forme d'investissement local, un peu comme Molson ferait avec le Canadien de Montréal pour le hockey, par exemple. Tu sais, quand c'est enraciné dans la ville, ben on voit ça comme un bon investissement. Et là aussi, Volkswagen, on voit souvent que ses dépenses dépendent aussi de ses performances dans la vente de ses voitures parfois, mais c'est pas, ils vont pas surdépenser pour aller s'acheter un titre. Excellent. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a dressé quand même un bon portrait. Si on veut te suivre, Mathieu, oui, sur Twitter, mais tu disais que t'écris pour Culture Soccer, si je me trompe pas? Oui, sur le site de culturesoccer.com. Et pour ce qui est des joueurs africains, c'est sur football365.fr, page Afrique. Quand ça va reprendre, bien sûr, parce que je couvre les Africains en Amérique du Nord, donc il faudrait que la MLS reprenne, entre autres. Là, puis ça s'en vient. La Ligue canadienne, mais on se croise les doigts. Alors oui, effectivement, j'ai beaucoup parlé, mais ça vient aussi avec la passion qu'on a pour cette ligue-là, puis de la partager aussi. Alors, si... Donc, et pour ce qui est du podcast, bien, par le circuit du Cannes Football Club, j'ai le MLS Africa Plus et j'ai le Kaiserfoot pour ce qui est du football allemand. Parfois, j'interviens aussi sur Culture Soccer pour parler d'autres choses. D'ailleurs, sur le site, en tant que journaliste, j'aime bien couvrir ce que j'appellerais l'envers du décor, c'est-à-dire des éléments qui se passent en Amérique du Nord, mettons, derrière la scène, en quelque part, que ce soit au niveau économique ou au niveau des formations, au niveau du soccer féminin aussi un petit peu. Bref, ce genre d'éléments-là, le sortir un peu du cadre du jeu, parce que je trouve aussi que c'est très intéressant à comprendre, à illustrer et à comprendre. Et c'est ce que et c'est souvent, mais ce travail de journalisme, c'est ça. C'est de creuser et d'aller jusqu'au fond des choses. Et quand il y a eu... tu posais la question au début de l'émission, ça va boucler la boucle. Quand tu m'as demandé mon intérêt pour l'Allemagne, mais quand je l'ai découvert à la télévision, en regardant les matchs, ben, à un moment donné, la curiosité puis l'instinct, même du journaliste débutant à l'époque, c'était de creuser, c'était d'aller voir, c'était de comprendre, c'était d'aller découvrir, puis aussi de discuter avec des experts, d'essayer de poser des questions, puis... c'est un peu comme ça. Et rien que pour ça, j'encourage les gens à aller voir des matchs. Surtout que Sportsnet a aussi, on peut dire, permis
d'une façon un peu plus large la diffusion des matchs sur son réseau, parce qu'avant, c'était réservé sur son Sportsnet World, qui est une chaîne avec un prix extra à payer. Mais là, cette fois, on peut le voir sur les chaînes de Sportsnet, le régulier, si vous avez un forfait. Et vous pouvez voir ces matchs-là samedi et dimanche, même, je pense, celui du vendredi puis du lundi quand il y en a. Il y a juste la Coupe d'Allemagne qui n'est pas présentée, ce qui est un peu dommage, parce que c'est aussi une compétition à découvrir, mais au moins les matchs de Bundesliga, vous allez en avoir pour votre argent, même avec des gradins vides. Oui, c'est ça. Puis, si je me trompe pas, là, je pense que sur Sportsnet 1, tu l'as. Sans l'ambiance et selon le désir du public, tu peux l'avoir aussi avec le son en canne, si on veut. Là. C'est vrai. Mais en même temps, et ça, on va en parler aussi à l'émission. C'est toujours intéressant d'entendre certaines choses qu'on n'entend pas avec le bruit de la foule. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'évoquer dans les émissions futures. Mais en quelque part, l'ambiance des stades, on le voit, mais je ne sais pas si ça va être le cas ailleurs, mais il y a plus de victoires à l'étranger que de victoires à la maison. C'est là qu'on voit l'importance du 12e joueur. Ah oui, surtout si tu vas à Dortmund. Ouais. Moi, si je vais en Allemagne, je vais aller dans un des stades de Dortmund, c'en est un que j'aimerais aller, juste pour voir le mur jaune. Et le fait qu'ils chantent la même chanson qu'à Liverpool, You'll Never Walk Alone, mais juste cette ambiance-là, ça aussi, c'est attirant pour des jeunes joueurs. Hein? Admettons qu'un club allemand te courtise, là, même un club de milieu de peloton, la majorité des jeunes vont dire hey, je veux y aller juste pour jouer parce que je sais que je vais jouer, mais en plus l'ambiance là c'est encourageant pour des jeunes, c'est motivant. Oui, clairement. Excellent. Donc je te remercie Mathieu. Merci à toi pour l'invitation. Je sais que je t'en ai dit beaucoup, mais voilà, ça a été un grand plaisir. Pareillement, plaisir partagé. Merci. Restez là tout le monde. Dans quelques instants, on s'arrête une petite minute. On revient avec le reste du podcast BBN. Vous êtes avec Jeff Morancier sur le podcast BBN, www.bbnmedia.com. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Et il nous reste 4 petits points à partager dans cette édition-là du 9 juin, je vous le rappelle, 2020. Premièrement, je veux prendre le temps de remercier Mathieu. Je pense que, j'espère en tout cas que vous avez apprécié son apport dans le podcast de ce soir, mais je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur intervenant pour venir nous faire découvrir la Bundesliga. On comprend très bien la passion de Mathieu dans tout ça. Donc, vous pouvez le suivre sur football365.fr. Également sur Culture Soccer. Il est animateur des podcasts MLS, Africa Plus et Kaiser Foot. Donc, recherchez le Cannes Football Club. Vous aurez plus de détails et consultant pour Karim Med Maghreb. Donc, vous pouvez le suivre sur football365.fr, espace Afrique. Mais là, on l'avait ce soir, pas pour nous parler de l'Afrique, mais bien de la Bundesliga. Et j'aurais dû, tant qu'être dans le soccer allemand, j'aurais dû lui demander ce qu'il pensait. Je vais avoir la chance de le réinviter, Mathieu, j'en suis convaincu. Et je voulais demander son point de vue. Mediapro Canada via One Soccer qui obtient les droits exclusifs pour le Canada sur la demi-finale DFB Pokal. Ça, c'est la coupe annuelle finalement d'élimination directe du football allemand. C'est le deuxième titre le plus important, finalement, après la Bundesliga du côté de
l'Allemagne, Mediapro, donc, je vous le rappelle, qui obtient les droits de diffusion là-dessus. C'est sorti aujourd'hui également, je voulais vous parler de ça, la MLS qui offre son soutien aux joueurs. On sait que dans la vague d'appui et de support envers la lutte au racisme et les événements qui se sont passés du côté de Minneapolis avec Floyd, toutes les organisations, je pense, sont sensibles à cette situation-là et regardent de près ce qui se passe. La MLS aujourd'hui, et j'ai hâte de voir le rebound du président américain là-dessus, mais la direction de la MLS qui a sorti un communiqué à l'effet que les joueurs auront l'appui de la MLS s'ils ont des revendications pacifistes. Donc, s'il y a des genoux à terre pendant les hymnes nationaux, pendant l'introduction des matchs MLS, et les joueurs auront l'appui donc de la MLS et leur support dans leurs revendications. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils endossent les points de vue des joueurs, mais c'est signe qu'ils sont là et qui soutiennent ces joueurs-là. Troisième point et avant-dernier, avant de conclure, Thiago Silva. Je vous avais annoncé cette semaine sa séparation finalement, la rupture avec le PSG. Défenseur central, donc, qui demeure disponible. Il y a quelques rumeurs présentement sur un éventuel venu en MLS, mais des rumeurs, il en sort à tous les jours. Si c'est pas Griezmann, c'est Bale. Si c'est pas ça, c'est Thiago Silva. Défenseur central disponible qui va coûter très cher. Sincèrement, oubliez Thiago Silva du côté de l'Impact de Montréal. Je sais qu'il y a plusieurs fans qui aimeraient venir le voir aboutir ici. Mais en charnière centrale, je pense qu'on est en train de bien se bâtir du côté de l'Impact. On fait confiance à nos jeunes. On a Binks, entre autres, qui est là. On a Waterman qui est en train d'arriver. Et on a quand même là beaucoup de profondeur à ce poste-là. Il n'y a rien de parfait. On a encore beaucoup de jeunesse, mais je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour l'Impact de Montréal dans la charnière centrale au cours des prochaines saisons. Donc, ça m'étonnerait qu'on investisse du côté de Joey Saputo et de Kevin Gilmore autant d'argent sur Thiago Silva pour les retombées versus les options qu'on retrouve présentement dans l'effectif du bleu-blanc-noir. Donc, faites une croix là-dessus, selon moi, en tout cas. Mais on pourrait être surpris. Mais selon moi, les chances de voir Thiago Silva aboutir à Montréal sont à peu près nulles. David Clanachan, commissaire de la CPL, je vous en parlais tantôt, mentionnait qu'il veut absolument une équipe au Québec. J'ai oublié de vous mentionner quand même un petit détail. C'est sûr que, bon, il y a le marché de Montréal, il y a le marché de Québec. On veut un club en sol québécois et je pense qu'il a été clair, David, là-dessus. La Ligue ne sera jamais une Ligue canadienne sans une présence québécoise au sein de son championnat et je respecte ça et je pense qu'effectivement, Québec, la province a assez d'envergure, assez de bassin et assez de population pour aspirer à avoir un club en CPL. Le débat est ouvert, là, c'est-tu Montréal, c'est-tu Québec? Moi, je pense sincèrement que ça s'en va directement dans la région de Québec. Ça restera à voir et on va avoir la chance d'en débattre dans les prochains podcasts tout ensemble. Mais sinon, Moncton, Charlottetown, St. John's, Vancouver et Toronto, oui, Toronto, une deuxième fois, seraient des marchés potentiels qui seraient visés par la prochaine expansion de la CPL. C'est pas une surprise pour personne. Et, tu sais, je vous l'avais dit, si je regarde je reviens dans mes notes et mes préparations des tout premiers podcasts de la saison, ben c'est un peu ce qu'on avait dans la mire, hein? Avant même qu'on vous l'annonce.
et que ça sorte finalement que la CPL aspirait aujourd'hui, on sort là-dessus, sur ces marchés-là. Mais nous, ce qu'on avait dans la liste, on avait quoi? On avait Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Marktown, Vaughan, Gatineau, Longueuil et Burnbury. Bref, c'est l'avenir de la CPL. Faudra voir de toute façon, il va couler beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'on statue sur le sort final de la CPL. Et on pourrait débattre énormément et spéculer énormément sur ce qui va se passer en CPL. Surtout si éventuellement il y a un projet de fusion Liga, MX et MLS. Ça pourrait venir brasser les cartes, ça aussi. Bref, on va rester attentif à tout ça ici. On est en train de se former une équipe formidable et remarquable d'intervenants et j'en suis très fier. Et je suis heureux de vous livrer ce podcast-là soir après soir. D'habitude, on vous en tient à 30 minutes. Ce soir, regarde, bonus, on frôle l'heure, mais on va revenir dès demain sur notre formule 30 minutes. On espère avoir à vous... j'espère que j'aurai à vous présenter le calendrier officiel pour le tournoi, la formule tournoi du côté de Orlando. Mais en tout cas, chose que je vous promets ce soir, on va faire toutes les démarches et toutes les recherches pour vous tenir on the spot, comme on dit, sur l'information. Donc, on va être là et on va suivre ça avec vous. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir pour le podcast édition du 9 juin 2020. Je remercie encore une fois Mathieu Lemay qui très certainement vous réentendrez ici. Cette semaine également, on vous dévoile le maillot officiel de BBN Media. On s'est grillé d'un maillot parce que vous le savez, on va faire des podcasts vidéo dans nos nouveaux studios. Donc, on veut être soccer. On va ressentir ça et on va laisser dégager ça. Donc, pas de veston cravate ici. On va être en soccer. Et good job. J'ai vu les premières ébauches aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça et de partager ça avec vous. Donc, dès que c'est rentré, je vous présente tout ça. On a encore quelques petits ajustements à faire là-dessus. Sinon, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du podcast BBN. Merci de commenter, de partager, de liker et surtout de partager le podcast. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rend meilleurs et c'est ce qui nous fait découvrir. Donc là-dessus, Jeff Morancy qui était là avec vous pour cette édition du 9 juin 2020. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.